Salutations à toutes, salutations à tous, et bienvenue à ce 12e vidéo live, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, c'est le 12e. Et voilà, donc nous allons poursuivre les réponses aux questions qui ont été posées sur le groupe Facebook Novae Atlantis. Et voilà, donc j'attends les premiers arrivants. Oh, ben voici un Gilles qui arrive, une Nathalie, une Marie, un Guillaume, une Linda, une Francine, Nadine. Bonjour, bonjour, Francine. Bonjour à toi aussi, Nadine. Salut, Linda. Heureux de vous revoir. J'ai annoncé un peu tard, je sais, mais j'avais un boulot à faire et je ne savais pas si je pourrais le faire avant 18 h et si je pourrais faire la vidéo. Donc, bon, il y a des chances que les dimanches, quand je peux, hein, quand il n'y a pas de séminaire ou quand il n'y a rien d'autre, il y a des chances que tous les dimanches soirs, je fasse une vidéo, sauf exception en vacances, séminaire, etc. Hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. On va reprendre les questions de la dernière fois. Exceptionnellement, je reprendrai la question numéro 33. Hein, que j'étais obligé d'un petit peu la bâcler. Enfin, selon moi, il me semble que j'étais obligé de la bâcler un peu. Donc, on va la reprendre. Et c'est au sujet de l'insomnie, vous savez. Voilà. Bon, ben, ça fera double emploi. Ça sera un petit peu bâclé à la fin de la vidéo 11. Et là, dans la 12, ben, on va essayer d'un peu plus élaborer la réponse. Bien que l'essentiel a été dit, hein, je ne vous le cache pas. Voilà. Alors, combien on est? Une quinzaine. Ah non, il y a Lino, il y a Sylvie, et coucou Lino. Il y a Madame Fabienne. Salut, salut Guillaume. Il y a Madame Coucou Nathalie. Salut Sylvie, bonsoir. Euh, Et voilà notre Nora qui nous dit qu'elle est contente qu'on ait décalé le conf à 18 h. Ben oui, 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 bah parce que bon, voilà, je pense que ça peut arranger tout le monde avec des décalages horaires. Et il y a des, comme je disais, il y a des chances qu'on en fasse le dimanche régulièrement. Sinon, j'avais retiré d'avance et c'est un autre jour. Clément, coucou. Salut Chris. Et coucou Marie. Et salut Jean-François. Bonsoir, bonsoir. Salut Carlos. Bonjour à toi. Salut Pascal. Voilà, voilà, je disais qu'on va essayer de faire tous les dimanches à peu près, sauf cas exceptionnel, de faire des vidéos à 18 h. Voilà. Les autres aussi en semaine, je pense qu'on pourra en faire une en milieu de semaine ou en début de semaine, je vais voir. Parce que le jeudi, il y a les conférences privées pour ceux qui suivent l'enseignement de la Psyéso. Le samedi, entre midi et 2, il y a aussi la conférence privée. Audio, qui dure quand même 2 heures, hein, 1 h 30 le jeudi et 2 heures tous les samedis. Ça fait quand même 3 h 30 de conférences audio par semaine. Hein. Voilà, je pense qu'ils sont gâtés, ceux qui suivent l'enseignement. Et tout ça, bien sûr, pour le même prix, hein, c'est gratuit. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben, je suis heureux de vous transmettre tout ça. Hein. Voilà, ça me fait plaisir. Moi, c'est un plaisir d'en parler. Et je pense que pour vous, c'est un plaisir de découvrir certaines choses dont on n'entend pas souvent parler. Alors, bon, ben, je vais commencer, hein, parce que sinon, après, ça nous fait tard. Donc, j'ai dit que j'allais à nouveau traiter la... Ah, il y a des nouveaux arrivants. Ghislaine, salut. Salut, DJ Sonné, qui en fait s'appelle Sophie. Oh, c'est plus joli, Sophie. C'est mignon, Sophie. Alors, ben, je suis ravi que tu fasses ton premier direct. Tu es la bienvenue. Il y a Louis. Salut, salut Louis. Il y a Jimmy Jean, qui me fait toujours rire quand il met ce pseudo. Il y a Belisa. Il y a Elena. Coucou Belisa, coucou Elena. Voilà, je disais qu'on allait repartir avec la dernière question de la dernière fois. Allez, on attaque. Voilà. Alors, cette question numéro 33. Salut Marilyn. Cette question numéro 33 disait donc, je la reprends un petit peu,
qu'est-ce qui provoque exactement une insomnie? Alors, d'une manière générale, je vais d'abord boire un coup, hein. D'une manière générale, si on ne dort pas, c'est qu'on a la moulinette mentale en route, hein. Je vais d'abord expliquer les choses simplement. On a la moulinette mentale qui est en route, et ben on n'arrive pas à l'arrêter, hein, parce que voilà. Alors, il y a une chose quand même qui est intéressante, quand on dort et qu'il y a un flot de pensées qui nous viennent, ben, on les suit au départ. Après, on se dit, bon, j'aimerais bien dormir, alors on se dit, bon, allez, je vais arrêter de penser. Mais là, il faut quand même comprendre une chose, c'est que on part du principe que nous pensons. Or, si nous pensions, la nuit, il n'y aurait pas de moulinette mentale. Si je pense, c'est-à-dire que si j'émets des pensées, au moment où j'arrête de les émettre, ben, les pensées s'arrêtent, hein, toute logique. Donc si je n'arrive pas à arrêter les pensées qui me viennent, comme le terme l'indique clairement, c'est que ces pensées me viennent et je ne les fais pas me venir. J'espère être clair et de ne pas faire trop technique. Bon. Donc, quand on a la moulinette mentale à fond la nuit et qu'on n'arrive pas à dormir et qu'on s'aperçoit qu'on ne dort pas et que, le temps tourne, et des fois même des heures entières, et on voit même, il fait nuit, d'un coup à travers les interstices des volets, on voit le jour commencer à poindre, et on se dit, oh là là, mais j'ai pas dormi de la nuit ou quoi? En fait, on est resté entre 2 et 4 heures éveillé, ce qui est déjà beaucoup, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, il vous est rien arrivé spécifiquement, du moins vous n'avez rien fait. Vous ne pouvez pas vous reprocher d'avoir pensé alors que ce sont des pensées qui vous venaient. Ce qu'on appelle la moulinette mentale a deux aspects. Elle a un aspect déjà qui est très désagréable parce qu'on réalise qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir des idées, des pensées. Et il y a un côté salvateur, il y a un côté positif, il y a un côté très ésotérique même, qui nous fait obtenir une preuve formelle, flagrante, qui est incontournable, que l'être humain ne pense pas, mais qu'il est pensé. Je vais répéter, l'être humain ne pense pas, il est pensé. Du moins, l'être humain qui ne maîtrise pas, non pas les mouvements de l'esprit, ça c'est pas possible, mais qui n'a pas de maîtrise sur ses processus mentaux. Parce que qui dit processus mentaux, dit possibilité d'avoir des processus que l'on peut à la limite gérer, hein, que l'on peut commencer, initialiser et terminer, autrement dit, de manière à ce qu'on ne pense plus. Bon, ou qu'on n'ait plus de pensée consciente. Mais quand on voit que la nuit, on ne peut pas dormir parce qu'il y a un flot de pensées qui nous viennent, ben on a la preuve absolue, on a la preuve la meilleure qui soit, hein, du moins pour nous, pas pour les autres, mais pour nous, que nous ne pensons pas, mais que nous sommes pensés. C'est-à-dire que nous sommes comme une antenne qui serait branchée sur un flot de pensées et qui serait incapable, qui n'a pas d'interrupteur pour couper la pensée. S'il y avait un interrupteur, elle pourrait couper ce flot de pensée, mais il n'y en a pas. Du moins, il n'y en a pas chez la plupart des gens qui ne connaissent pas les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Voilà pourquoi on pense qu'on est tributaire des prises de tête, alors qu'en fait, on pourrait les arrêter, mais il faudrait encore déjà comprendre que ce n'est pas nous qui les produisons, que c'est nous qui les captons, et que donc nous sommes une antenne. Et si nous sommes une antenne qui capte des pensées et que ces pensées s'affolent, c'est que ces pensées répondent à quelque chose qui est en nous. Sinon, ça ne viendrait pas. Si vous prenez un téléviseur et que vous l'allumez, que vous mettez sur la première chaîne, par exemple, outre que vous n'allez pas capter grand-chose d'intéressant, hein, les chaînes nationales, bon, bref, vous allez capter peut-être une émission, hein, plus ou moins intelligente. Vous aurez le son, vous aurez l'image, mais vous ne pouvez pas décréter en pleine émission que vous pouvez rester sur la première chaîne, mais changer l'émission, parce que c'est une émission, comme le terme l'indique, à partir d'une antenne émettrice, il y a une émission d'ondes radio qui vont être transformées en images et en son, et si vous vous calez sur cette onde, ben vous ne recevrez que ça. Bon. Maintenant, si l'émission commence à déraper, à vous déplaire fortement, vous ne pourrez pas changer l'émission. Tout ce que vous pouvez faire, c'est éteindre la télé ou changer de chaîne. Mais éteindre la télé, c'est dommage, alors qu'il faudrait changer de chaîne. Donc il faudrait apprendre, par l'ésotérisme, par les techniques ésotériques, il faudrait peut-être apprendre. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est vrai, il y en a qui vont dire, oh ben si c'était connu, si c'était possible, on l'aurait appris avant. Non, non, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et il y a plein de choses que les gens savent, et ils n'ont ni le temps, ni des oreilles disponibles pour écouter ce qu'ils ont à dire. Et quand ils ont des oreilles disponibles, ils s'aperçoivent qu'au bout de 3, 4, 5 ans, ils ont encore des choses à apprendre aux gens, parce que justement, la connaissance, sans être non plus illimitée, est immense. Il y a un tas de choses à dire
hein. Il y en a pour des années, hein. Moi, ça fait bientôt 40 ans maintenant que j'étudie, pratique et m'émerveille de l'ésotérisme, et j'en apprends encore, hein. Voilà, à 60 ans, j'apprends encore des choses. Donc ça prouve bien que c'est pas une question vraiment de temps, mais c'est une question aussi d'opportunité. Parce que la personne qui n'est jamais allée en Italie n'a aucune raison de visiter les catacombes de Rome. Encore faut-il qu'elle soit arrivée en Italie, qu'elle aille à Rome et qu'on lui apprenne qu'il y a les catacombes. Mais elle pourrait, ce que j'ai visité d'ailleurs, c'est très intéressant, mais on peut aller deux, trois fois à Rome sans avoir l'opportunité de visiter les catacombes. On peut être allé 2, 3, 4, 5, 6 fois à Paris sans savoir qu'il y a aussi des catacombes à Paris. Vous voyez, il y a des gens qui ne le savent pas. Et qu'il y a des souterrains intéressants. Toutes ne sont plus accessibles au public, hélas, mais il y a des trucs intéressants dessous Paris. Vous voyez, il n'y a pas que le dessus, il y a de, comme on dit en anglais, mais je vais l'estropiller, il y a de l'underground. Hein, voilà. Donc tout ce qui est par-dessous terre, des fois, est intéressant. Mais quand on est à la surface, ben, on ne pense pas à demander même est-ce qu'il existerait des catacombes, des grottes, des ceci, des cela. Par exemple, moi je suis en Dordogne depuis, dans le Périgord noir depuis 5 ans maintenant. Hein, on va sur la 6e année. Il y a certaines grottes qui sont mondialement connues, je ne les ai même pas visitées. Sur une dizaine de sites clés, qui sont importants, qu'on devrait à tout prix visiter, j'ai dû en faire 2. Vous voyez, voilà. Bon, ben, c'est parce que ça ne s'est pas présenté. Mais il ne me viendrait pas l'idée de dire que c'est pas possible qu'il y ait 10 sites intéressants à visiter sous prétexte que je ne les ai pas visités. Et pourquoi je ne les ai pas visités? C'est pas que je n'ai pas envie, c'est pas que je veux. Mais c'est que il y a plein de facteurs qui font que je ne les ai pas visités. Où je veux en venir? Ben, je veux en venir au fait que ça fait peut-être des millions d'années, enfin des milliers on va dire, hein, que les gens ont la moulinette mentale à fond et qu'ils n'auront pas dormir la nuit. Et je vous apprends comme ça, la bouche en cœur, qu'il y a des techniques pour empêcher ça. Vous allez me dire, encore une fois, mais si c'était vrai, on les aurait acquises, on y aurait accédé. Mais pas nécessairement. Déjà, c'est peut-être pas tout le monde qui a ces techniques-là. Et deuxièmement, ceux qui l'ont sont peut-être occupés à faire autre chose et ont peut-être jugé bon, ce qui est tout à fait arbitraire, hein, au passage, d'enseigner d'autres choses avant. Et le temps a passé et ils ont complètement oublié de transmettre cet enseignement. Voilà, tout simplement. Hein. Ne croyez pas, c'est un petit peu comme quand on dit, oh, il y a des grands maîtres de l'autre côté, dans l'invisible, qui regardent sur Terre. S'il y a une guerre, un truc, ils l'empêcheront. Ils seront peut-être occupés ailleurs. Ils n'ont peut-être pas envie, ils n'ont peut-être pas le temps. Et il y a 1000 raisons pour lesquelles les choses peuvent se produire, qu'elles soient considérées comme accidentelles ou prévues. De toute façon, on est dans l'expectative, on ne peut que supposer que les choses viennent parce que tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'elles viennent parce qu'elles viennent, mais on ne sait pas pourquoi. Hein, voilà. Bien, donc, qu'est-ce qui fait que la nuit, on risque de ne pas dormir, hein, qu'est-ce qui peut provoquer l'insomnie? Donc, simplement que pour s'endormir, il faut que notre attention mentale ou se détourne, si on en est capable, ou soit détournée d'une autre façon de tous les processus mentaux. Alors, vous allez me dire, mais on ne peut pas arrêter de penser, il paraît qu'on ne peut pas faire le vide mental. Évidemment qu'on ne peut pas faire le vide mental, c'est une expression. Le mental, il est jamais vide, il est toujours plein. Mais le problème n'est pas de savoir si on peut arrêter les mouvements de l'esprit, bien que la réponse soit définitive et catégorique, non. Si vous pouviez arrêter les mouvements de l'esprit, vous auriez un pouvoir abominable. Hein. Vous pourriez faire sauter l'univers. Donc on ne peut pas arrêter les mouvements de l'esprit parce qu'il n'y a pas 50 000 esprits. Il n'y a pas votre esprit, le mien, celui du voisin, celui de Pierre, de Paul, de Jacques. Il y a un seul esprit et chacun de nous a accès à une portion de cet esprit qu'on appelle l'esprit universel en ésotérisme. Bon, peu importe. C'est comme si je vous disais qu'on va tous se baigner à la mer. On est dans la mer Méditerranée sur une plage et on rentre dans l'eau. Est-ce que cette mer est à nous? Non, mais l'espace vital autour de nous, on va pas le partager. Les gens vont pas venir prendre notre place, elle est occupée. Voyez. Donc il faudrait vraiment qu'on soit très très nombreux pour qu'ils viennent à manquer de la place sur les 50 premiers mètres dans l'eau. Hein, parce qu'après on n'a plus pied et que peut-être que les gens ne veulent pas aller là où ils n'ont pas pied. Donc je veux dire par là que l'esprit, c'est l'esprit, il remue sans cesse. Ce que nous captons de l'esprit, c'est pour une raison bien précise, on l'étudiera peut-être une autre fois, hein, on en parlera une autre fois, ça nous mènerait trop loin. Il n'y a pas de hasard si nous captons certaines idées, peu importe leur qualité, peu importe leur intérêt. Ces idées-là, si nous les captons, c'est que nous avons quelque chose en nous qui les attire.
Hein, je prenais l'exemple de la télé. Si la télé, on a des règles, ben, les ondes passeront au-dessus de la télé. Et la télé ne pourra plus les transformer en images et en son. Hein. Pour qu'elle puisse transformer en images et en son, il faut qu'il y ait des... Bon, je ne suis pas un électronicien, mais bon, il faut qu'il y ait des appareils très sophistiqués à l'intérieur de la télé qui vont transformer des ondes en images et en son. Hein, voilà. Avant, il y avait des tubes cathodiques. Je pense que maintenant, il n'y en a plus. Enfin, je ne sais pas. Il y a des dalles maintenant. Hein, voilà, les fameuses dalles Samsung, pour ne pas faire de publicité. Et ces dalles-là permettent d'avoir une image avec des petits points, hein, voilà, des couleurs. C'est à la fois électrique, c'est à la fois magnétique, il y a un peu de tout là-dedans. Et donc, avec tous ces composants électroniques, ben, on arrive à transformer de simples ondes en images et en son. Nous, on trouve ça normal. Moi, j'arrête pas de m'émerveiller. Moi, je regarde une télé, je suis émerveillé. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, mais il y a des ondes qui sont totalement invisibles, qui sont totalement impondérables. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas savoir qu'elles sont là. On ne peut ni les entendre, ni les sentir. Et là, d'un coup, parce qu'on a un appareil qui transforme des ondes en images et en son, ben on se retrouve avec un film, on se retrouve avec... on va regarder Star Wars, hein, pour ceux qui aiment ça, ou on va regarder un film policier, etc. Et on se dit, mais c'est formidable ce qu'on arrive à faire. Hein, voilà. Ben de la même façon, la télé, si elle est réglée sur le canal 1, elle va capter tout ce qui est mis pour le canal 1, c'est-à-dire pour ceux qui sont calés sur le canal 1. Mais si vous vous calez pardon, sur le canal 3, ben vous capterez toutes les émissions, si émission il y a, et dans l'esprit il y a toutes les émissions confondues, ben vous capterez que les émissions du canal 3. Donc, il y a un truc intéressant que je viens de dire, non pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que vous allez voir pourquoi c'est intéressant. J'ai dit toutes les émissions sont en simultané. De même qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'ils émettent la première chaîne pour la voir, la quatrième chaîne pour la voir. Toutes les émissions sont en simultané. C'est-à-dire que dans l'atmosphère, on va dire, hein, on va le dire comme ça, dans l'air, nous avons toutes les chaînes nationales confondues. Et peut-être d'autres qu'on ne capte pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on n'a pas des démodulateurs, etc. Mais on va dire qu'avec une antenne, on va capter par exemple la TNT. La TNT, ils ne vont pas envoyer Monte Carlo avant la 1 et la 2 avant la 6. Vous voyez, c'est stupide. Ils vont envoyer, on va dire, je ne sais plus combien il y en avait, à une époque il y en avait 14. Je ne regarde pas trop la télé, donc, donc ils vont envoyer 14 chaînes ou une vingtaine de chaînes en simultané. Et nous, on va sélectionner la chaîne que nous voulons en changeant de canal. Vous voyez, retenez bien, c'est en changeant, que ce soit la radio ou la télé, c'est pareil. On va tourner un bouton, on va appuyer sur la télécommande et on va simplement, on ne va pas empêcher, comment dire, la 5 de s'exprimer parce que ça nous emmerde l'émission qu'il y a, mais on va zapper, on va passer à un autre canal. Et pendant ce temps, la chaîne continuera de fonctionner pour les autres, mais pas pour nous. Vous voyez? Voilà. Tout ça est très intéressant, plus que ce que vous pouvez imaginer de prime abord. Donc, changer de canal. Si nous apprenions en tant qu'humains à changer nos canaux, non seulement nous capterions plus les mêmes trains d'ondes, ce qu'on appelle, ou les mêmes émissions, si vous préférez, mais en plus, on n'entendrait plus, on aurait peut-être une vie différente. Parce qu'on réagit, qu'on le veuille ou pas, on réagit peu ou prou, on réagit aux émissions, je veux dire télévisées qu'on reçoit. Hein, parce que quand on regarde un film d'action, ça nous met la pêche, on a envie de bouger. On voit un film policier, on dit oh là là, l'autre il tourne le dos, il va y sauter dessus, il va l'étrangler. On s'excite, on participe, etc. Moi j'aime bien ça, ça m'amuse beaucoup. Et c'est vrai que si on voit un film qui est sentimental, on peut avoir une larme à l'œil. Donc on ne peut pas réagir de la même façon selon les trains d'ondes ou selon les émissions que nous acceptons de capter. Mais je pourrais poser la question à ceux qui ne dorment pas la nuit, ou ceux qui font des insomnies à tour de bras, je pourrais leur dire, mais vous êtes si fort pour zapper d'une chaîne à l'autre, pourquoi vous zappez pas d'une onde à l'autre? Toutes ces ondes sont là, on ne va pas vous les voler. Hein. La personne qui a appris une chose, ben, elle peut y revenir. La personne qui adore recevoir des idées positives, elle peut y revenir. Mais je vois pourquoi elle ne se brancherait pas, par exemple, sur des idées négatives pour les visiter, pour voir l'effet que ça y fait. Elle a peur de quoi? Quand on regarde, quand on zappe et qu'on voit un film qui ne nous plaît pas, pouf, ben on appuie sur la zappette et voilà. Et c'est terminé. Donc, je pense qu'un jour, non pas quelques-uns qui sauront ces choses-là et qui penseront, parce qu'il faut y penser, malheureusement, on est tous des humains, hein, on a tous nos limites et notre bêtise, mais il y aura des gens plus nombreux et qui seront plus motivés pour expliquer des choses aussi
enfin, qui me paraissent le b.a.-ba, mais bon, peut-être que c'est ma version et qu'elle est bête, hein. C'est peut-être pas le b.a.-ba, parce que s'il y a des milliers de gens en France qui dorment pas à cause de l'insomnie, peut-être qu'ils aimeraient bien connaître comment zapper d'une chaîne à l'autre, vous voyez, d'une chaîne mentale à l'autre, et peut-être qu'il y en a qui sont tellement occupés à capter fréquence soi, qu'ils en oublient de capter d'autres fréquences ou de s'inquiéter de ceux qui sont incapables d'arriver seulement à capter fréquence moins. Hein, ceux qui captent, c'est d'autres idées qui ne sont pas les leurs, qui les empêchent de dormir, qui sont négatives. Alors peut-être que ça serait une bonne chose de leur apprendre à faire ça. Si tant est qu'ils veulent apprendre et qu'ils veuillent bien prêter une oreille indulgente à la connaissance. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi on ne dort pas la nuit, parce qu'on est incapable de changer de chaîne. Hein, voilà. Bien, il y a des nouveaux qui sont arrivés. Alors, il y a Florence qui travaille toujours la pierre ou le bois. T'as vu, j'ai la mémoire, hein. Je peux me brancher sur le passé aussi, ça peut arriver. Elsa, coucou, Angélique, Denis. Salut Denis, bonsoir à toi. Il y a ma femme préférée, c'est toujours la même depuis. Il y a Marc, il y a Jocelyne, il y a Christian. Salut Christian. Il y a Tiffany et il y a Greg. Oh, mais il y a Greg. Quel plaisir. Alors, donc, on va passer à la question 34. Voilà. Alors, question 34. Tac. Où est-elle? Ah ben elle est là. Salut Ludovic. Alors, question 34. Est-il nécessaire d'être en couple pour réaliser sa vraie nature? Pouvons-nous y arriver sans partenaire? Bon, alors, je rigole pas de la question, hein, mais je suis d'humeur joyeuse, voilà. Parce que, bon. Alors, il est évident que dans l'absolu, je ne peux pas dire qu'il faut être à deux pour réaliser sa vraie nature. De toute façon, dans un sens, la question répond elle-même. Réaliser la nature de qui? D'un couple ou de soi, c'est-à-dire d'une seule personne? Ben, réaliser la nature d'une personne, c'est-à-dire celle qui pose la question. Donc, pour réaliser sa propre nature, qui est unique, hein, enfin, j'espère pour elle, donc, ben, elle a besoin que d'un instrument, c'est-à-dire son attention mentale. Pas son intellect nécessairement, mais son attention mentale. Quand on se prête attention, on s'aperçoit que l'on fonctionne de certaines façons. Alors, des fois, ce qu'on voit de nous, on va dire, hein, quand on s'intériorise, comme on disait avant, qu'on se prête attention mentalement, hein, qu'on regarde pourquoi on réagit et qu'on ne soit pas dans la réaction. On peut par exemple écouter un truc et être choqué. Ben, on peut, pendant qu'on est choqué, rester choqué, ça c'est notre droit le plus absolu, n'est-ce pas? Mais en même temps dire, tiens, je suis choqué. Un peu comme si la conscience scindait en deux, et une partie est attentive au fait qu'on est choqué, et joue le jeu de la choquerie, hein, on va dire, et l'autre partie de la conscience, elle dit, tiens, je suis choqué. Pourquoi? Alors on fait deux choses en même temps, enfin pas tout à fait, mais on fait deux choses à toute vitesse, hein. On passe, c'est une vitesse d'alternance, hein, entre des impressions qui sont subjectives et des impressions qui sont on ne peut plus objectives, hélas, c'est-à-dire les émotions plus ou moins fortes. Une émotion est nécessairement objective. On ne peut pas dire j'ai une émotion inconsciente, vous voyez, voilà. Et de même, on peut aussi faire attention et avoir conscience qu'on est en train d'être choqué. Vous voyez, ça paraît bizarre à expliquer, mais c'est très simple à vivre, hein. Il suffit simplement d'être attentif à soi et de ne pas être totalement, que la conscience soit pas, enfin du moins que l'attention mentale plus exactement, ne soit pas totalement investie sur l'extérieur et les autres. Parce que c'est là où il y a perte de conscience. Non pas parce que la conscience peut être perdue, mais parce qu'on la perd de vue. Hein. Quand quelqu'un nous suit, même de près, tant qu'il ne nous touche pas, si on est de dos, on ne voit pas qu'on est suivi. Surtout si, sachant que la conscience, quand elle marche à pas feutré. Elle nous suit, mais elle ne s'impose jamais à nous. Donc c'est à nous d'être conscients. Il ne faut pas attendre que la conscience nous saute dessus à bras raccourcis. Hein, voilà. Donc, on n'est pas, évidemment qu'on n'est pas obligé d'être en couple pour réaliser sa vraie nature. À la limite, je dirais même, j'oserais dire, au risque de choquer certains, j'oserais dire que pendant certains moments de notre journée, de notre vie, hein, du mois, il est bon qu'on soit seul. De temps en temps, se retrouver seul avec soi n'est pas un gage de solitude, mais un gage de compréhension de soi. Hein. Les gens ont très peur d'être seuls. Non pas seul dans le sens de vivre seul, mais même rester une heure seul, pour eux c'est une abomination. Ils se disent, oh là là, je ne sais même pas s'ils se disent ça, d'ailleurs ils se disent rien du tout, c'est qu'ils ont peur, ou ils sont totalement opposés à cette idée d'être seul ne serait-ce qu'une heure. C'est pour ça qu'ils vont,
il y a un truc qui m'a toujours amusé, après chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, il est clair, en tant qu'ésotériste, c'est pas un gage de qualité, c'est pas un gage de faculté différente d'autrui. Quand je vois des gamins, des jeunes qui sont encore à l'école, qui étudient, qui ont des devoirs, et en même temps, ils ont un casque et ils écoutent de la musique. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils divisent par deux leur attention mentale. Alors, contrairement à ce qu'ils peuvent imaginer, et je sais qu'il y en a qui le pensent et qui en sont persuadés, ils pensent qu'ils peuvent faire deux choses à la fois. Alors, c'est clair, c'est définitif, c'est impossible. On ne peut pas faire deux choses à la fois parce que le mental en est incapable. Le mental humain, évidemment. Il en est incapable. Alors pourquoi on a cette impression de pouvoir faire deux choses à la fois? C'est parce que nous avons deux centres dans le corps humain, deux glandes endocrines, on va dire, en particulier, dont la fonction psychique est les unes de gérer la rapidité d'alternance entre les impressions objectives et subjectives, hein, et un autre centre qui va permettre d'être, on va dire, le lieu de cet échange, le lieu de l'échange des impressions. Par exemple, vous allez par exemple écouter de la musique et il va vous venir nécessairement des idées, hein, parce que le subconscient raisonne par association d'idées, il raisonne par déduction, mais aussi par association d'idées. C'est ça qui nous intéresse ici, c'est qu'une musique va nous rappeler quelque chose, ou va nous inspirer des choses. Et pendant ce temps, on se concentre sur le devoir, ce qui n'est pas possible. Donc une personne qui va passer 1 heure sur un devoir, en fait, elle avait besoin d'une demi-heure. Voilà, en gros. Et c'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça oblige la conscience à faire du ping-pong entre un sens et l'autre. Les yeux, les oreilles. Les yeux, les oreilles. Ça serait comme de regarder un film et de penser à autre chose. Le film étant objectif puisqu'il est par rapport aux yeux, hein, c'est un des 5 sens objectifs donc, mais la pensée, l'imagination, la réflexion, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le côté subjectif de l'être humain. Hein, voilà. Donc, si on mélange du subjectif avec de l'objectif, c'est comme si on prenait deux sauces différentes qui ne sont pas compatibles, hein, ou deux huiles différentes qui ne sont pas miscibles. Hein, certains qui s'y connaissent un peu en mécanique vont bien comprendre. Quand on met deux choses qui ne sont pas mélangeables ensemble, ben, ça donne quelque chose de pas très bon. Hein. Ça enlève la qualité d'une sauce et la qualité de l'autre, la qualité d'une huile et la qualité de l'autre. Donc évitez dans votre vie de tous les jours de faire deux choses soi-disant simultanées, parce que ce n'est pas possible. Et tout ce que vous ferez, c'est diviser le pouvoir de l'attention mentale par deux. C'est mathématique. Hein. L'attention mentale, c'est important parce que quand vous vous concentrez sur quelque chose, il faut savoir que, contrairement à ce que disent certains, l'énergie ne suit pas la pensée. Non, jamais, et elle ne le fera jamais. C'est des conneries tout ça. L'énergie, elle suit l'attention mentale. Hein, le fait d'être attentif, donc, hein, et pas l'attention d'être tendu. Donc si vous êtes concentré sur une chose, et uniquement sur une seule chose, toute l'énergie de la force vitale va passer de vous vers cette chose. Et donc vous allez créer un pont entre cette chose et vous avez beaucoup plus de facilité à, pour ceux qui adorent ça, la gérer, hein, à obtenir ce que vous désirez. Voilà. Mais si vous partagez votre attention entre la musique et l'étude, entre, je sais pas moi, un film et vous dire ce que vous allez manger demain, ce que vous allez préparer comme bouffe là sur le soir ou quoi, c'est pas possible. Vous pouvez avoir quelques échappées, mais il faut revenir. C'est normal qu'il y ait des échappées. C'est normal quand on regarde un film, ça vous fasse passer à autre chose. C'est normal aussi, nous, chez nous, des fois, on regarde la télé sur le canapé, d'un coup on entend un bruit, bon on s'arrête, on met en veille si c'est un film, et on va regarder ce qu'ont fait les chats, ce qui s'est passé, etc. Bon ben si jamais c'est pas un film sur Netflix ou quoi, ben on peut pas mettre en veille. Hein, donc voilà, ben, tant pis, on dit c'est pas grave si on est de mauvaise foi, ou on va voir quand même et on loupe un morceau du film. Donc on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et quand on croit qu'on peut le faire, on se ment, et on se trompe et on se prend pour un âne. Voilà. Après, chacun le voit comme il veut, hein, c'est pas. Voilà. Mais alors, vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute? Il était question de savoir s'il était nécessaire d'être en couple pour réaliser sa vraie nature. Alors, il y a plein de réponses, mais je sais que certains d'entre vous vont retenir celles qu'ils ont envie d'entendre. Et moi, c'est ça qui me désole, parce qu'il n'y en a aucune qui soit meilleure que l'autre, elles sont toutes bonnes. Je pourrais vous dire qu'il est bon d'être seul, de serait-ce que de temps en temps, pour pouvoir s'occuper de soi, égoïstement. Oui, madame, égoïstement. Hein, parce que l'âme humaine est profondément égoïste, contrairement à ce qu'on lui a enseigné. Donc, de temps en temps, c'est bon de penser à soi, ça fait du bien. De temps en temps, c'est bon de partager des bons moments avec les gens que nous aimons et qui nous aiment en retour. Hein, voilà, parce que
Normalement, un pont, s'il est assez large, on peut passer dans un sens, on peut passer dans l'autre. Hein, tout est double. Donc il faut qu'il y ait un aller-retour, sinon on va pas être heureux. S'il n'y en a qu'un qui fait des efforts, s'il n'y en a qu'un qui est aimant, s'il n'y en a qu'un qui est patient, et merde. Vous voyez, voilà. À ce moment-là, ben, la personne n'a qu'à vivre seule. Hein, comme ça, elle sera patiente, aimante, mais envers elle-même. Hein, voilà. D'où l'expression, il vaut mieux être seul et heureux que mal accompagné, et malheureux donc. Donc, il n'est pas nécessaire d'être en couple, bien que le fait d'être en couple n'ait en rien un problème. Donc vous voyez, il y a plusieurs questions qui ne sont pas pour autant incompatibles, plusieurs réponses, pardon, qui ne sont pas pour autant incompatibles. Que vous soyez en couple, et si l'autre vous respecte et respecte votre intimité, il comprendra que de temps en temps, vous avez besoin d'être seul, de vous recueillir, comme on dit. Sinon, vous allez vous sentir orphelin. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on se recueille. Bon. Donc, si vous êtes avec quelqu'un d'intelligent qui comprend que de temps en temps, avoir tout le temps l'autre sur le dos ou être sur le sien, c'est pas une vie. Bon ben voilà, vous allez vous ménager des moments où vous allez vous occuper de vous et vous allez vous retrouver, si je puis dire, en tête à tête avec vous. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ça va grandement favoriser la prise de conscience de qui vous êtes vraiment et à tous les sens du terme. Hein. Comme ça, vous n'aurez pas à vous mettre plus haut que ce que vous êtes, ni plus bas, les deux étant très cons, hein, pour parler français. Voilà. Donc, pour réaliser votre vraie nature, il suffit que vous suiviez votre intuition. Quand vous avez besoin d'être seul, soyez-le. Essayez de trouver des gens assez indulgents pour vous permettre d'être seul, et pas des casse-bonbons. Et quand vous voulez être à deux, ben, soyez-y, et ben, vous étudierez votre véritable nature plus tard. Vous voyez, c'est pas incompatible. On peut arriver à ranger les choses hein, et les êtres, hein, mais voilà, il faut être un petit peu à la fois intelligent, conscient, et c'est pareil d'ailleurs, et ben, être surtout compréhensif. Si on était plus égoïste, on serait plus compréhensif. Pourquoi? Parce qu'un égoïste, il pense qu'à lui. Comme il pense qu'à lui, il n'a que ça à voir, lui. Donc il s'apprend par cœur, si je puis dire. Il passe sa journée à s'étudier, même quand il bosse. Hein, il passe pas sa journée à rien foutre. Et donc, il connaît ses réactions, il sait pourquoi il réagit comme ça, et surtout, il sait ce qui lui plaît et ce qui le déplaît. Comme il sait ce qui lui plaît, il peut faire des tests et dire, tiens, je vais le faire un tel, ce qu'on m'a fait et qui m'a plu, pour voir comment... Et après, il s'aperçoit qu'avec le temps, 8 fois sur 10, ce qui lui plaît, plaît aux autres. 10 fois sur 10, ce qui lui déplaît, déplaît aux autres. Hein. Donc, d'où l'expression, non pas qu'il faut faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent, ce qui est très con, parce que si on aimerait qu'ils nous le fassent, on n'a qu'à se le faire soi. Comme ça, on n'est plus en attente des autres et ni dépendant des autres. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, et dans Psy-Éso, dans la psychologie ésotérique, donc, on ne dit jamais, on parle jamais de la règle soi-disant, la règle d'or, qui est surtout une règle bête. Hein. Faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Pourquoi faire? Autant se le faire à soi, comme ça, et les autres ils font pareil, et les vaches sont bien gardées. Par contre, il faut surtout pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent, ou qu'ils nous fissent, comme on disait avant. Si on veut conjuguer, qu'on se prend pour un prof de français. Bon. Mais si, tout simplement, vous comprenez que quand vous tapez, ça vous déplaît, ben faut pas taper les autres. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut faire de longues études pour comprendre ça, mais finalement, c'est simple la vie. Qu'est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous critique? Ne critiquez pas les autres. Vous voyez? Vous n'aimez pas qu'on vous tape? Ne tapez pas les autres. Vous n'aimez pas qu'on vous regarde méchamment? Ne le faites pas. Vous n'aimez pas qu'on vous engueule? N'engueulez pas. Vous allez me dire, et si je le fais tout de même? Eh bien, pardonnez-vous, comme vous aimeriez qu'on vous pardonne. Vous voyez? Voilà. Autrement dit, vous vous faites à vous-même ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à vous-même. Alors vous vous le faites vous-même. Vous vous pardonnez pas tout, non plus. Sinon, ce serait con. Ce serait être permissif, ou je ne sais pas quelle autre expression. Mais simplement, c'est pas parce que vous merdez une fois ou deux par jour que c'est une catastrophe. Et si c'est le cas que vous trouvez ça catastrophique, alors observez-vous bien et comprenez que vous avez un super moi idéalisé qui va vous foutre dans une merde folle. Le moi idéalisé, c'est 98% des spiritualistes. Ils fonctionnent au moi idéalisé. C'est-à-dire que si on les écoute, ils sont extraordinaires, et quand on les suit un peu dans leur vie, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de savoir comment ils ont fait pour se trouver extraordinaires. Ça, c'est extraordinaire, hein, qu'ils y soient arrivés. Voilà. C'est pas un jugement, c'est un simple constat, c'est du bon sens. On ne peut pas être Superman quand on est Clark Kent, à moins qu'on soit Superman qui fait semblant être Clark Kent. Mais on ne peut pas être un vrai Clark Kent qui fait semblant être Superman. C'est pas faux, c'est pas rentable. Hein. Donc le mieux, c'est d'être, de se dire à soi-même, de s'accueillir et de se dire, bon, par exemple, moi je me dis, Serge, bienvenue chez les humains. Et là, je me détends. Je me détends. En plus, il y a une phrase qui est magnifique qui dit, qui est tirée des Esséniens, hein, de l'évangile de la paix, qui dit « Sois en paix, sache que je suis Dieu ». Moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit « Tiens, j'ai plus besoin d'être parfait. Dieu l'est pour moi et à ma place ».
Et j'ai senti qu'il y avait comme une attente en moi. J'ai senti un truc assez amusant, comme si des êtres, j'invente, hein, mais l'attente était réelle. Mais ce que je dis là est peut-être un petit peu inventé. J'avais l'impression que quelqu'un attendait pour voir la suite, qu'il devait donc y avoir une suite. Alors je me suis dit, ok, d'accord, je comprends qu'il y a une tension là qui se fait dans l'air. J'attends quelque chose de moi-même, une partie de moi attend quelque chose, une autre partie d'elle-même. Et je me suis dit, ok, ben, si Dieu est parfait à ma place, pour moi et à ma place, alors je serai imparfait pour lui et à sa place. Et de ce jour-là, j'étais tranquille. Je pouvais être grossier, comme on me le reproche souvent. J'en ai rien à carrer parce que je n'ai pas à être parfait. Je peux être tout ce que les gens vont pouvoir me critiquer. C'est pas grave. Je n'ai pas à être parfait. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais qu'ils s'amusent à critiquer Dieu. Là, et ça va leur faire drôle. Parce que lui, il est parfait. Vous voyez? Voilà. Donc, je n'ai pas à être parfait. Simplement, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas dire je suis parfait comme mon Père est parfait. Je ne vais pas me la raconter. Hein. Bon. Par contre, je suis aussi imparfait que mon Père est parfait. Ça, oui, ça passe bien. C'est parfaitement la vérité. Allez, on va continuer. Alors, il y a coucou, il y a coucou et il y a coucou. Il y a Mégane, il y a Thierry, il y a Camille. Youpi, ma question, et je suis là pour t'écouter en live. Je ne sais plus laquelle c'était ta question, mais, mais c'est bien si on l'a traité. Alors, une autre. Quelle heure il est au fait? Parce que je chatte chez moi. Oh, ça va. Je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Je vais me rattraper. Je vais boire un coup déjà. Hein. Excusez-moi, mais... Salut Francesca, salut Janice. Si vous avez loupé un bout, ben, vous reviendrez avec le replay. Et salut Adrien. Salut à tous ceux qui arrivent. Hein. Tous ceux qui arrivent. Alors, question 35. Pourquoi être fan d'une couleur, que ce soit des habits, d'un mobilier, de gadgets, etc. Bon, là il y a le mot orange. Alors, sans rentrer dans le symbolisme des couleurs, parce que sinon ça ne sort plus, il faut comprendre plusieurs choses. Allez, tant qu'à faire, on va essayer d'être court. Ouais, je me fais peur tout seul quand je dis je vais essayer d'être court. Déjà, prenons par exemple la couleur orange. Qu'est-ce que la couleur orange? Alors déjà, de couleurs, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Les gens qui disent je vois des couleurs, eh ben, ils voient rien du tout. En fait, ils voient des fréquences qu'une zone du cerveau bien précise, qui est en face du chiasma optique et dans l'hypothalamus, va transformer des fréquences vibratoires en forme, en énergie qui soit appréciable par le cerveau. C'est-à-dire que pour que mon mental puisse savoir que ce que je vois c'est orange, il faut que la vibration qui à l'origine n'est rien du tout, soit transformée en quelque chose qu'on appelle le orange. Sinon, je ne pourrais pas faire la distinction entre la longueur d'onde du rouge et la longueur d'onde de l'orange. Or, mes yeux me permettent, mes yeux physiques, me permettent de voir une couleur, de dire tiens, c'est de l'orange. Hein, parce que j'ai mémorisé, c'est les mémoires qui nous permettent la connaissance sur Terre, j'ai mémorisé le fait que telle couleur qui a cet aspect, j'y mets dessus l'étiquette orange. Si c'est plus clair, c'est orange clair. Si c'est plus foncé, vous n'allez jamais deviner, c'est orange foncé, bravo. Bon. Donc l'orange. L'orange, si on veut regarder dans le symbolisme, c'est une fréquence, une longueur d'onde qui correspond, pas n'importe quel orange. Pour ceux qui connaissent, ce que j'appelle moi l'orange Walt Disney. L'orange Walt Disney, c'est ces belles oranges éclatants là, qu'on voit dans les dessins animés de Walt Disney ou dans certaines BD de Walt Disney. C'est un orange vraiment particulier. Hein. C'est pour ça que je l'appelle orange Walt Disney, mais même si on le retrouve maintenant ailleurs depuis. Mais cet orange-là a une fréquence qui est très agréable pour le chakra 2. Vous voyez? Parce que le chakra 2, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas orange. Il n'est rien du tout. C'est un tourbillon d'énergie, c'est des croisements énergétiques qui produisent une réaction lumineuse, hein, avec une énergie qui tourne, qui virevolte, si tout fonctionne bien. Et cette énergie qui tourne, qui virevolte, est sur la longueur d'onde que nous appelons orange. Hein, parce que c'est l'étiquette qu'on a mis dessus, cette longueur d'onde, que nous captons avec notre cerveau, nos yeux, notre cerveau, etc. Et nous disons, voilà, voici de l'orange. Hein. Alors pourquoi nous aimons ça? Pourquoi, par exemple, nous allons aimer l'orange plutôt que le vert, ou le vert plutôt que le bordeaux? Je sais pas, bon. Parce que simplement, il y a des couleurs qui vont nous laisser indifférents, parce que justement,
elle nous laisse indifférents dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que quand on regarde certaines couleurs qui peuvent être belles au goût, hein, c'est-à-dire selon vous, hein, selon vos goûts, elles peuvent être belles, mais elles n'ont aucun impact, euh, euh, comment dire, énergétique sur nous. C'est-à-dire que vous allez regarder, je ne vais pas vous en citer, ça ne me vient pas, mais il y a des couleurs qui sont des sous-tonalités, un petit peu comme, si vous voulez, les notes noires sur un piano par rapport aux notes blanches, hein, les dièses, on va dire. Il y a des couleurs qui ne sont pas vraiment des couleurs qui ont une action sur nous, mais des couleurs qui prépareraient éventuellement à l'action future si nous changeons de fréquence. Hein. Alors ça a l'air compliqué, c'est pour ça que je ne me suis pas trop lancé là-dedans. C'est pas compliqué si on connaît. Mais si on ne connaît pas et qu'on découvre, c'est vrai que ça a l'air un peu bizarre. On dirait un charabia, comme disaient certains, ésotérique. Parce que pour eux, le mot ésotérique, ça veut dire compliqué. Alors que ça n'a rien à voir. Hein. Si on rentre à l'intérieur de soi, on trouve tout en soi. Et c'est ça que ça veut dire ésotérique, de ésotéricos, dedans, à l'intérieur. C'est tout. Après, il ne faut pas confondre avec l'ésotérisme traditionnel, où il y a, comme le mot l'indique, des traditions qui vont sortir des idées, qui vont... Voilà, il y a l'ésotérisme bouddhiste, il y a l'ésotérisme chrétien, il y a l'ésotérisme des francs-maçons, des templiers, des rose-croix, tout ça, c'est l'ésotérisme traditionnel. On m'a dit c'est une tradition, et comme toute tradition, c'est quelque chose qui se répète de centaines d'années en centaines d'années. Et bon, voilà, on pourrait se demander, est-ce que dans 1000 ans, ce qui est traditionnel, donc inchangé, inchangeable, va toujours être d'actualité? Vous voyez, c'est la seule question qu'on peut se poser. Maintenant, dans l'ésotérisme pur et dur, il y a juste se connaître soi. Et nous sommes l'esprit, nous sommes la force vitale, nous sommes la conscience, nous sommes ces choses-là. C'est pas beaucoup, mais ça peut faire beaucoup de choses. Mais si on connaît les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit, que nous sommes, hein, nous en faisons partie, ben à ce moment-là, c'est pas qu'on connaît tout, mais on peut tout connaître, ce qui est très différent. Hein. Tout connaître, ça voudrait dire tout avoir mémorisé, ce qui est impossible. D'autant que les choses se rajoutent avec le temps, donc on ne peut pas tout mémoriser. Par contre, on peut être apte à tout connaître du fait qu'à mesure que vient une connaissance, on peut l'acquérir, la regarder, en jouir et la relâcher. Vous voyez, on n'est pas obligé de la stocker, comme on nous a appris à l'école. On n'a pas besoin de mémoriser. C'est absurde de mémoriser. C'est se remplir la tête, se remplir l'âme, et un jour on pète, on explose tellement qu'on a de choses. Ça peut nous faire qu'on appelle ça, une indigestion mentale. Bon. Mais si on sait qu'on peut se brancher à volonté sur la connaissance, ben, quand on a besoin de savoir un truc, on se branche sur ce truc, on apprend ce qu'il y a à apprendre, et pouf, on le relâche. Un peu comme on dirait, ouais, c'est un bel exemple, les chalets de montagne. Vous savez, il y a des chalets de montagne, des fois vous arrivez, c'est propre, la table est propre, il y a peut-être, je sais pas moi, du bois dans la cheminée, prêt à être... et il y a un petit mot discret, mais quand même qu'on peut être obligé de tomber dessus, qui dit prière de laisser cet endroit identique tel que vous l'avez trouvé, hein, identique à ce que vous l'avez trouvé. Donc la personne qui s'en va, si elle est quand même, si elle est consciente de ses responsabilités envers elle, elle sait qu'elle doit faire un feu parce qu'il fait froid. Donc il y faut du bois. Ça tombe bien, il y a du bois. Mais ce bois, il n'est pas arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Quelqu'un l'a laissé généreusement. Alors avant de partir, on prend du bois et on le prépare de manière à ce que celui qui arrive après ait ce même sentiment de magie que nous avons eu nous-mêmes. Nous ne faisons pas aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Non, non, non. Parce que là, on tombe dans le négatif. Si vous ne préparez pas du bois pour ceux qui viendront après, vous ne leur faites pas. Vous leur faites du tort, en fait. Hein. Vous faites aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Si vous arrivez qu'il n'y a pas un bout de bois, vous allez dire, ah ben ceux qui étaient là, les salauds, ils n'ont pas pensé aux autres. Ce qui est secondaire et à peu près faux, parce qu'ils n'ont pas pensé aux autres. Mais quelque part, ça a produit un événement qui vous a déplu. Et si cet événement vous déplaît et que vous êtes assez intelligent pour dire ah ben tiens, ben, puisqu'il ne s'est pas emmerdé à me laisser du bois, ben moi j'en laisserai pas non plus en partant. Et vous êtes aussi con que celui que vous avez critiqué. Vous voyez. Voilà. C'est pour ça que sur Terre on n'avance pas, c'est qu'on part du principe du faux égoïsme. Le faux égoïsme, c'est qu'on dit oh j'étais déçu de rentrer, d'habitude il paraît qu'il laisse du bois, moi il n'y en avait pas. Il s'est pas fait chier le mec qui était avant, ou le groupe qui était avant, il s'est pas emmerdé. Eh ben je ne m'emmerderai pas non plus. Et c'est avec des raisonnements comme ça que la planète, elle mesure, elle coule. Hein, voilà. Alors que l'idée n'est pas de faire du bien aux autres, mais de ne pas leur faire du mal. Et c'est faire du mal à quelqu'un que de l'obliger à ressentir ce qu'on a ressenti nous-mêmes et qui nous a déplu. Vous voyez la nuance? On ne fait pas du bien, on cesse de faire du mal. Et comment on sait le mal? C'est quoi le mal? Ben, c'est ce qui nous fait du mal, c'est ce qui nous met hors de nous, ce qui nous agace, ce qui nous met en colère, ce qui nous irrite, ce qui nous fait peur. Ben, tout ça on ne le fait pas. Voilà. Bien.
Euh, alors, donc, les couleurs, par exemple, si vous vous amusez à prendre de l'orange Walt Disney, là, j'en ai pas sous la main, mais si vous avez la possibilité de faire l'expérience, prenez quelque chose d'orange, vous le mettez dans la main et vous l'observez, par exemple un cercle, n'importe quoi, et vous observez la couleur. Vous voyez? Vous l'observez une minute, vous fermez les yeux, vous reproduisez la couleur orange, vous ouvrez les yeux, vous regardez la couleur orange, une minute, vous fermez les yeux, vous reproduisez la couleur orange en visualisation, et vous faites ça trois quatre fois. Et après, ben, vous notez les effets, et je vous assure que des effets, il y en a. Pourquoi? Parce que le rouge, l'orange, le jaune, essayez d'avoir du beau jaune, hein, du jaune poussin, je dirais un petit peu. Bon, lumineux, pas nécessairement. Ne choisissez pas l'or, c'est pas la peine hein, de se la péter. Prenez un jaune poussin un petit peu éclatant, un petit peu lumineux. Et vous pouvez monter, je pense, hein, sans problème, n'importe qui peut monter jusqu'au au vert. Alors faites l'expérience entre le verre d'eau, et non pas le verre d'eau, hein, le verre d'eau, le vert clair, et un vert émeraude, mais un peu plus clair qu'émeraude. Un petit peu comme le vert qu'on voit là hein, dans les annonces de vos noms, voyez? Ou un peu plus soutenu, un peu plus profond, mais pas vert foncé. Non, non, pas vert foncé, parce que ça vous intériorisera trop. Comment dire, activer légèrement vos centres de force. Il ne s'agit pas de les ouvrir, de les fermer ou je ne sais pas quoi comme bêtise. Simplement leur donner une petite impulsion, quelques rotations de plus à la minute. Voilà, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, donc vous verrez que les couleurs ont un effet. Si des gens soignent, je crois que ça s'appelle la chromatothérapie ou je sais pas quoi, on s'en fout, c'est un nom compliqué. Si des gens soignent avec les couleurs, c'est pas pour rien. Hein, voilà. Même les pierres, elles ont des couleurs, elles ont surtout une longueur d'onde qui correspond à la couleur. Et cette couleur, les couleurs des pierres, vous remarquerez, elles sont un petit peu, pas bizarres, mais c'est pas des couleurs comme on aurait sur des palettes de crayons de couleur ou de feutres. C'est des couleurs un petit peu particulières avec un mélange. Donc elles ont une longueur d'onde qui est un peu plus sophistiquée que le fait de regarder une couleur. Hein, voilà. C'est pour ça qu'avec les pierres, on peut avoir des effets. Bien. Maintenant, il faut savoir que c'est jusqu'à un certain point. Passer le vert, et surtout en arrivant à l'émeraude, c'est fini. Pour le reste, il faut quitter les pierres, il faut quitter les visualisations de couleurs. Ça ne sert plus à rien, parce que là, on tape dans les hauts niveaux spirituels, et il faut des fréquences qui correspondent à la fréquence de base du spirituel, c'est-à-dire à partir au-delà du chakra 4, on n'est pas encore au chakra 5, hein, entre le plan mental et le plan causal, donc, et à mi-chemin au niveau du thymus. Voilà. Hein. Donc c'est là qu'on trouvera un vers qui sera le nôtre, qui sera celui qui nous permettra de passer à notre propre causalité. Et la causalité, c'est quoi? Les gens disent toujours, je veux atteindre le plan causal, par exemple, hein, pour ceux qui connaissent, ou le supramental, ou que sais-je. Bon. Mais je ne dis pas que c'est pas compliqué, mais pourquoi ils ne se posent pas la question? Non pas comment on fait, parce que du coup ils vont chercher une méthode, mais pourquoi ils ne comprennent pas qu'il suffit simplement de s'intérioriser, de s'observer, et on va arriver aux causes de pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Pourquoi suis-je hargneux? Pourquoi suis-je trop patient? C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi suis-je trop indulgent? Ou pourquoi suis-je euh, trop pressé? Etc. Vous savez, les gens se font un plaisir de vous dire ce que vous êtes en trop. Pas en bien, hein, ça c'est plus rare, mais en désagréable, quoi. Donc vous les écoutez, ça ne vous fera pas un trou là où vous en avez déjà un. Alors on va vous dire par exemple, tu es trop impatient. Ok, vous rentrez, c'est-à-dire vous vous fermez les yeux, vous détendez, vous regardez plus dehors, vous vous occupez plus de ce que disaient les autres. Enfin, vous attendez qu'ils soient partis, sinon ils vont se vexer si vous fermez les yeux, que vous les écoutez plus et qu'ils sont encore en train de vous parler. Hein, ils vont vous faire la gueule après. Donc, quand vous êtes chez vous, vous fermez les yeux, vous détendez, vous intériorisez. Ça veut dire simplement, vous vous posez des questions, vous méditez. Vous dites une méditation active, hein, donc, hein, quasi intellectuelle. Où vous dites, bon, ou les yeux fermés, vous dites, bon, pourquoi je suis impatient? Déjà, quelle est la cause? Si vous ne la trouvez pas, vous allez dire qu'est-ce qu'on gagne quand on est impatient? Et vous vous posez plein de questions. Et vous verrez que au début, vous aurez un mal fou, vous allez vous trouver même ridicule, vous aurez un mal fou à trouver les réponses. Parce que les réponses, si vous les aviez, vous ne seriez plus impatient. Si tant est que vous l'êtes vraiment. Donc c'est à vous déjà de voir si l'autre a dit ça parce qu'il s'emmerdait, il ne savait pas quoi faire de sa vie, ou si vraiment il y a une part de vérité. Et si vraiment vous êtes impatient, je doute fort qu'il y ait une personne dans toute votre vie qui vous le fasse remarquer. Hein, voilà. Bien, voilà, donc pour les couleurs, pour l'instant, on s'arrêtera là. Salut Clément, salut Patrick. Oh ben dis donc, t'es venu.
J'espère que t'es pas trop en vrac. Gisèle, coucou. Bonsoir, heureusement le replay sera là demain. Oui, demain ou dans 10 minutes après la fin. Merci, trop souvent interrompu pour me concentrer. Bah oui, oui. Mais oui, oui, oui. Mais d'un autre côté, il faut connaître le pouvoir de l'esprit. Tu es peut-être trop souvent interrompu pour te concentrer, mais peut-être que tu as envie d'être interrompu pour ne pas avoir à te concentrer. Voilà. Donc, il est important de savoir déjà, au premier lieu, pose-toi la question qui tue, d'entrée, hein, comme ça, une fois qu'on est mort, c'est bon, on n'a plus qu'à ressusciter. Pose-toi la question, euh, qu'est-ce que ça me ferait gagner si tenté. Bon, on va imaginer qu'on est fou, soyons fous. Allez, imaginons que l'autre barbu, là, qui raconte des conneries, il a raison. Je suis en demande d'interruption. J'aimerais qu'on m'interrompe, et ben justement, la vie répond à cette demande plus ou moins consciente, hein, je te rassure, hein, c'est pas toi qui le fais au niveau de la conscience objective, mais ça se fait au niveau de la conscience subconsciente. Hein. Bon. Qu'est-ce que je gagnerais à être interrompu? Ben, tu gagnerais à ne pas trop t'analyser. Et si je m'analysais trop, qu'est-ce que je découvrirais? Alors là, tu arrêtes et tu te dis, quelle est mon opinion sur moi-même? Est-ce que je pense que je suis une femme formidable? Est-ce que je pense que je suis une emmerdeuse? Est-ce que je pense que je suis quelqu'un de moche, de limité? Je cherche le négatif, parce que le positif, ça va. Hein, tu verras, on n'en meurt pas du positif, c'est rare. On ne meurt pas par un excès de bonne santé. Hein, voilà. C'est plutôt le négatif qui pose problème à l'être humain, n'est-ce pas? Donc tu cherches à voir, tu prononces des mots comme ça, tu dis, est-ce que je me trouve trop insignifiante? Est-ce que je me trouve trop, je sais pas, pour les femmes, hein, c'est vous qui voyez, hein, superficielle? Est-ce que je me trouve un peu juste par rapport à d'autres? Et d'abord, d'autres qui? Des hommes? C'est idiot, on n'a pas comparé ce qui est incomparable. D'autres femmes? Ah bon, mais est-ce qu'il est intelligent de comparer, même si quelque part c'est comparable, deux femmes entre elles? Mais quelle idée de se comparer? On ne peut pas vivre ce que réussit ou rate l'autre. Et l'autre ne pourra pas louper ce qu'on loupe et réussir ce qu'on réussit. Hein. Donc la comparaison ne tient pas la route. Elle n'est pas rationnelle. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que je reconnais que beaucoup de gens ont cette expression, je suis souvent interrompu. Et avec le temps, hein, puisque bon, ma spécialité, comme le savent quelques-uns, c'est la psychologie comportementale. Hein. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes? Et pourquoi donc nous nous comportons comme nous sommes? Hein. À la base, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc, avec le temps, au bout ouais, de quelques années, hein, ça ne va pas me rajeunir tout ça, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a toujours c'est récurrent. Les gens ont des phrases qui correspondent bien à des états d'esprit précis. On les écoute parler et on sait exactement de quoi ils souffrent. Hein, voilà. Donc être souvent interrompu, c'est donc, on s'en plaint. Hein, oh, je suis souvent interrompu. Alors qu'en fait, on a tendance à se plaindre de ce qui nous arrange. Mais ça, il faut un moment de réflexion pour arriver déjà à le digérer et après à l'assimiler, à dire, wow, ça me paraît aberrant ce qu'il raconte. Et pourtant, c'est vrai que beaucoup de gens ont besoin, non pas de se plaindre, comme le disent certains, ça c'est bête, enfin du moins c'est largement incomplet, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir un motif précis de plainte, de manière à justifier le fait que de toute façon, voilà pourquoi ils ne font pas ce qu'ils font. C'est de la justification, si tu préfères. Hein, voilà. Donc c'est pas une critique, je te prends pas, hein, c'est pas une reprise de volée, ou je sais pas quelle autre expression, ça aussi ce sont des sécurités. Hein, des expressions du genre oh là là, à peine j'arrive, il me saute dessus, ou alors oh là là, à peine j'arrive, j'ai mangé grave, ou j'ai pris cher, ou toutes ces expressions-là sont très révélatrices de notre envie de ne pas évoluer. Ça veut dire c'est horrible ce que tu dis, mais si, mais j'arrive au bout, c'est parce que je ne vais pas développer. Pourquoi on n'a pas envie d'évoluer? C'est idiot. Mais pourquoi c'est ce qui va arriver? Parce qu'on n'a pas envie de faire au front avec certaines choses. On n'a pas envie d'entendre certaines choses sur nous, et on n'a même pas envie de se les dire à soi. Alors que bah, entre deux yeux, hein, ça ne va pas être quatre yeux, c'est entre trois yeux, on va dire nos deux yeux physiques et notre œil spirituel, on va se dire la vérité. Dans le secret, dans l'intimité de notre être, on peut se dire, ben oui, c'est vrai que ben, j'exagère un peu, je me trouve des excuses, j'essaye de justifier une chose qui ne l'est pas. On n'a pas à dire qu'on est trop ceci ou pas assez cela, à moins qu'on ait un intérêt à le faire. Et quel intérêt on aurait? Ça veut me dire, et pourquoi il y aurait un intérêt? Pourquoi tu pars de la prémisse qu'il y a un intérêt? Ben parce qu'on en parle aux autres. S'il n'y avait pas d'intérêt, on se le dirait à soi et personne ne serait au courant. Mais si le fait de dire je n'ai pas eu le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, c'est de la justification, encore une fois. C'est simple, hein, c'est pas compliqué. C'est de la psychologie de bas étage à la limite. Simplement, on veut montrer à l'autre qu'on a des raisons de ne pas avoir fait ce qu'on n'a pas fait, ou qu'on a des raisons d'avoir fait ce qu'on a fait. Là, il y a la justification passive,
on m'interrompt tout le temps, donc je ne peux pas ceci ou cela. Et la justification active qui est, ah ben on m'interrompt, donc j'étais obligé de. Hein, donc là, il y a l'action. Voilà. Et si l'être humain se justifie, c'est qu'il ne trouve pas que ce qu'il fait est juste. Hein, alors qu'il suffirait qu'il soit juste lui, qu'il fasse juste ce qu'il a envie de faire. Et comme ça, alors ça dirait pas ça dit pas qu'il serait parfait, mais au moins ça montrerait à tout le monde tel qu'il est réellement. Et bien sûr, alors là, il y a une grande peur qui apparaît. Oh là là, tu veux dire que je vais me montrer tel que je suis? Et alors? Ça nous fera pas un trou là où on a déjà un, encore une fois. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on risque? Puis de toute façon, tôt ou tard, il y a cette peur immense de l'ego, je ne sais pas si vous le connaissez, qu'on étudie surtout en psyéso, la peur d'être dévoilé, la peur que l'on sache la vérité sur nous, la peur, bon c'est aussi étudié, oui, en psychologie académique ou des écoles, mais nous on met l'accent dessus parce que c'est une peur immonde, énorme, la peur un jour que l'on apprenne que l'ego a menti, que l'ego a... Vous voyez, il y a plusieurs expressions pour le dire. Nous, on va l'expliquer simplement et dire on a peur que soit dévoilé notre mensonge à soi. Hein. On n'est pas si bien que ce qu'on le dit. Mais peut-être aussi qu'on n'est pas aussi mal que ce qu'on le dit, parce qu'on dit ça pour se couvrir. Beaucoup de gens s'abaissent devant autrui pour pas qu'eux le fassent. Parce qu'ils ne supporteraient pas qu'ils le fassent. Alors ils le font eux, mais le résultat est le même, c'est très bête. Puisque une fois que quelqu'un vous a entendu vous abaisser, ben il vous abaisse plus, puisque vous avez fait son boulot. Donc ça tient pas la route. Hein, voilà. Donc désolé de m'être servi de l'à peu près. Hein, j'ai sauté sur l'occasion et non pas sur toi. Donc salut Nicole, salut Stéphane, salut Patrick qui se marre, et Fédois, et Émilie. Bon. Alors, on passe à un autre truc. Allez, ouais. Quelle heure il est 56, ah ouais, quand même, hein. Alors, on va passer à la question 36. Putain, ça fait beaucoup de questions qu'on a vues. Je suis fier de vous. Vous attendiez à ce que je dise fier de moi. Hein. On n'a pas besoin d'être fier de soi quand on est soi. Puisque de toute façon, on est soi, on n'a pas le choix. C'est dur à dire, soi, choix. On n'a pas le choix que d'être soi, et quand on est soi, ben on s'assume tel qu'on est. Et la meilleure façon de s'améliorer, si tant est qu'on veuille le faire, ben, c'est de partir sur une base réelle. Voilà réellement ce que je suis. Ah bon, tu as ces défauts? Ben ouais. Ça te fait quelque chose à toi? Moi non. Je n'ai pas le choix, je suis ça. Ah ok. Et donc une fois qu'on a admis qu'on manquait de ceci ou de cela, alors on peut en rajouter. Mais si on pense que tout va bien, qu'est-ce que vous allez rajouter? Autant aller voir le médecin pour lui dire, ben, je vous visite pour rien, je suis absolument pas malade, je suis en parfaite santé. Et le médecin va dire, qu'est-ce que tu fous là alors? Donc question 36. S'il n'y a pas d'espace ni de temps, oula, ça va être dur là, ça va être une sacrée question. Une partie de nous est déjà évoluée. Notre futur nous. En potentiel, pouvons-nous y accéder avant l'heure? Oula. Ça, je serais peut-être obligé de la reprendre la prochaine fois parce qu'il est déjà 57. Alors, je vais faire très rapidement. Ça, c'est des questions qui sont plus vraiment de la psyéso, mais de la métaphysique, on va dire. Hein, parce que dans la psyéso, il y a 3 ans d'études, et après, si on veut faire des études supérieures, il y a 2 ans supplémentaires de voie de la sida. La voie de la sida, c'est l'origine de tout ce qu'on connaît maintenant comme la métaphysique, parce que la voie de la sida, dans sa version laïque, hein, et non pas religieuse, et non pas avec les gourous, tout ça, elle a 6000 ans. Hein, voilà. C'est une des branches qui est encore moins connue que la psyéso. Déjà, la psyéso n'est pas connue, la pauvre, mais la voie de la sida est encore moins connue. Et dans la voie de la sida, donc, on étudie ce genre de subtilité mentale. Pour certains, jonglerie mentale inutile, pour d'autres, jonglerie mentale qui leur a ouvert carrément l'esprit en deux et leur a permis d'accéder à des niveaux de compréhension que d'autres n'auront jamais. Voilà, ben, de toute façon, ils s'en porteront très bien aussi de ne pas les avoir, les autres. Donc, s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Alors déjà, un bémol. Ça dépend où on se place. Si on se place du point de vue de la soi-conscience universelle, ou du conscient, de la conscience, en effet, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Mais si on se place à notre niveau d'être humain, il y a du temps, il y a de l'espace. Il a été créé. Et même si nous le créons un petit peu nous aussi, et qu'on rajoute notre grain de sel, il est créé par tous les gens qui sont autour de nous, il est créé par le plan, il est créé par la fréquence, hein, par le volume, le poids de ce monde, hein, si on peut parler de poids et de volume. Et donc, il y a du temps, il y a de l'espace. Hein. Vous verrez que si vous regardez la montre fixement, vous verrez tourner l'aiguille très lentement, mais au bout d'un moment, elle aura tourné, elle aura dit qu'une heure est passée. Bon.
Vous pouvez vous servir, si vous voulez, d'un métronome, vous pouvez vous servir d'un sablier, mais c'est vrai que pour nous, on est obligé de mesurer ce mouvement. Hein. Voilà, donc cette espèce de mouvement qui se produit, hein, la planète tourne, il y a il y a des rotations qui se font, il y a la nuit, il y a le jour, il y a des alternances. Bon, tout ça, ça fait partie du temps qui passe. Alors, bien sûr que c'est faux dans l'absolu, mais vivons-nous dans l'absolu? Est-ce que dans notre vie de tous les jours, nous pouvons nous la péter et dire je vis dans l'absolu? On peut savoir qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace, de même qu'on peut savoir qu'on est un poste de télévision allumé et qu'en ce moment, tout ce qui se produit, ce n'est que la réception d'une onde qui est émise de beaucoup plus haut. Si ça vous plaît comme symbole, moi ça ne me dérange pas. Si ça ne vous plaît pas, vous jetez. Hein, bon. Mais ça ne changera rien à la donne. Quand vous irez aux toilettes pour faire pipi, ben vous vous y prendrez de la même façon. Hein, voilà. Maintenant que vous disiez c'est un dieu qui fait pipi ou c'est un trou du cul d'humain, de toute façon, vous ferez pipi. Hein, parce que vous avez un poste de télé qu'on appelle le corps humain. Voilà. Il y a l'image, il y a le son, il y a des vibrations, vous pouvez être ce que vous voulez, vous pouvez être un grand initié, si vous faites 1,98 m, mais de toute manière, grand initié ou petit initié, débutant ou ignorant, vous ferez pipi de la même façon, sur tous les hommes entre eux, hein, et les femmes aussi entre elles. Hein, voilà. On a les mêmes besoins, il faut qu'on mange, même si on veut se nourrir de prana, ben on est obligé de trouver du prana. Hein, voilà. Et si on veut se nourrir de légumes, on se nourrit de légumes. Si on se sent obligé de manger de la viande, eh ben, qu'à cela ne tienne, on en mange. De toute façon, chacun vit sa vie telle qu'il doit la vivre. Et le jour où il ne doit plus la vivre, ben, il la vit différemment. Hein. C'est ça l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est pas dire on doit tous être végétariens, on doit tous être ceci, on doit tous être cela. Non, selon qui? Selon celui qui parle. Mais il est qui, lui? Il est un humain comme les autres. Donc il a qu'à s'appliquer ce qu'il réclame des autres. Et d'ailleurs, quand on réclame des autres, c'est qu'on a un peu de tort à s'appliquer, un peu de mal. C'est vrai que la personne qui se prive de manger de la viande parce que ça fait bien, c'est vrai qu'elle serait contente que les autres fassent un effort, ne serait-ce que pour elle. Hein, pas pour les animaux, mais pour elle. Voilà. Donc celui qui ne mange pas de viande et parce qu'il a des raisons X ou Y honnêtes, bah, celui-là, franchement, il n'ira pas manger en face de quelqu'un qui dévore un steak. Mais bon, de notre côté, il ne va pas emmerder tout le monde avec le fait que lui ne mange pas de viande. Voilà. Hein. C'était juste pour placer ça au passage. Et pour dire qu'Amsiezo, on n'est pas bégueule, on n'est pas sectaire, on n'est pas raciste, on n'est pas, je sais pas, on ne dit pas que ceci doit être pour tout le monde. Chacun doit voir midi depuis le pas de sa porte et le soleil tourner. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que même si on croit qu'il n'y a pas de temps, pas d'espace, c'est très relatif. Notre vie, relativement parlant, est la vie d'un être humain ordinaire, tandis que nous vivons la vie d'un être humain ordinaire. Mais ça ne nous empêche pas de savoir que par ailleurs, à certains autres niveaux, le temps et l'espace n'existent plus. Même si par ailleurs, le temps et l'espace est une vue de l'esprit, mais ce qui est vu par l'esprit ne peut pas être considéré comme nul et non avenu, parce qu'on ne peut pas prendre conscience d'une chose qui n'a aucune existence. Il faut au moins qu'elle soit là et qu'on puisse la voir. Donc si on la voit, on ne peut pas nier qu'on voit ce qu'on voit. Maintenant, de là à dire que c'est du béton armé, que ça fait 500 000 kilos, c'est notre débat. Mais une chose dont on est conscient est nécessairement présent à notre conscience. C'est dans la conscience, si vous préférez. Pardon. Et si c'est présent dans la conscience, alors ça veut dire que pour nous, et pour tous ceux qui ont cette présence dans leur conscience, ben, ça sera une réalité. Toute réalité est bonne à vivre, toute réalité est bonne à exploiter, est bonne à expérimenter. Et voilà. Donc, bien sûr que je suis bien placé pour savoir qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas d'espace. J'ai eu des expériences qui m'en ont fait une démonstration magistrale. Mais quand je suis revenu à l'état, non pas normal, parce que ça voudrait dire que l'état était anormal au précédemment, mais une fois qu'il n'y a plus de modification de la conscience, ben la conscience a fonctionné comme elle le faisait d'habitude, c'est-à-dire au niveau purement humain, et au niveau purement humain, il y a le temps, il y a l'espace, parce que si vous allez dans la rue et que vous dites il n'y a pas d'espace, je vais me projeter au bout de la rue qui est à 500 mètres plus loin, ben vous n'y arriverez pas. Et si vous y arrivez, vous allez vous faire très peur. Ça va vous déboussoler un peu. Donc l'idée n'est pas de savoir à quoi nous croyons, l'idée de savoir c'est si nous sommes assez crédules pour mélanger des choses qui ne doivent pas l'être. Voilà. C'est pas parce qu'on est en colère pendant quelques minutes qu'on est quelqu'un de coléreux. Voyez? Alors c'est pas parce qu'on a conscience qu'il n'y a ni temps ni espace et que c'est la conscience qui crée le temps et l'espace, hein, parce que ça, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais il est clair que pour moi c'est évident
que c'est la conscience qui crée le temps et l'espace. Il n'y a pas à virer et tourner, c'est comme ça depuis très longtemps. Mais par ailleurs, je respecte ceux qui pensent qu'il y a le temps et l'espace et qui vivent le temps et l'espace. Mais je trouverais absurde quelqu'un qui vit dans le monde physique tel qu'on le conçoit, et si on le conçoit, ben, il est vrai, hein, pour nous, et qui en même temps va se targuer du fait qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, et qui d'un coup va dire, oh merde, je suis en retard. Vous voyez, bon, voilà. Ou j'ai pas fait mes ablutions, ou j'ai pas fait... Voilà. Donc on est obligé de partager la vision du plus grand nombre. Mais on peut la partager de bon cœur si on sait qu'elle est fausse, mais qu'elle est véritablement partagée par le plus grand nombre. C'est pas incompatible. Il suffit de ne pas tomber dans les paradoxes. Il n'y en a pas de paradoxe. Tous les paradoxes peuvent être conciliés car ils sont tous conciliables. Il suffit de savoir qu'une chose peut être vraie et non vraie en même temps. Tout dépend. Hein. Quand vous dormez, vous ne savez pas que vous dormez. Vous savez que vous dormiez quand vous vous réveillez le matin. C'est en vous réveillant que vous avez deux et que vous pouvez comparer. Mais tandis qu'on dort, on ne sait pas qu'on dort. Et même certains, ils rêvent, ils ne savent pas qu'ils rêvent. Voilà. Donc, de la même façon, il y a du temps, il y a de l'espace, tandis qu'on vit sur Terre et que l'on se produit en tant qu'humain. Mais peut-être que nous sommes autre chose que ça. Mais ça ne nous empêche pas d'être... On n'a pas à dire qu'on est infiniment plus que ça, sinon on va se la péter, on va prendre la grosse tête. On n'est ni infiniment, ni moins, ni une merde, ni quelque chose de glorieux. On est simplement des êtres multidimensionnels qui, tandis qu'une partie vit à des niveaux, l'autre partie vit au-dessus, l'autre partie vit au-dessus. Et si chaque niveau s'assume, et ça aussi c'est un truc qu'il faudrait un petit peu expliquer à certains spiritualistes, qui n'assument pas le niveau le plus bas, parce qu'il y a le mot bas, ah caca, vous savez c'est le bas là, c'est pas bon le bas. Ben, il faut savoir que si nos pieds avaient honte d'être nos pieds, ben, on aurait du mal à marcher. Voyez, voilà. C'est parce que nos pieds assument pleinement leur fonction de pied que la tête peut assumer pleinement la fonction de tête. Mais si on compare la tête et nos pieds, alors on part sur des chemins de traverse qui vont nous mener droit dans le mur. Hein, voilà, on n'a pas à le faire. Donc il y a un temps, il y a un espace, tandis qu'on est occupé à vivre une vie terrestre. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ce n'est pas incompatible. Donc une partie de nous est déjà évoluée. Certes, notre futur, nous, en potentiel. Mais oui, regardez, si par exemple je sors et je me dirige vers un magasin, comment puis-je me diriger vers un magasin? Parce que je connais son adresse. Comment puis-je avoir l'adresse d'une chose qui sera faite plus tard? Ben, je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans un magasin qui sera fait l'année prochaine. Donc si je peux aller dans un magasin maintenant, même si je n'y suis pas encore, vous voyez, ça veut dire que ce magasin existe déjà. Et il est fort probable qu'il existe depuis des mois, voire des années. Hein. De la même façon, si je me dirige vers mon futur, c'est que ce futur existe déjà. Si je me dirige vers une version de moi plus élaborée, c'est que cette version de moi existe déjà. Si elle n'existait pas, bien que le mot exister soit inexact, hein, si elle n'avait pas la possibilité d'être, hein, ce qui est le terme exact puisqu'on parle de métaphysique, ou on va dire si elle n'existait pas, on ne va pas s'emmerder, si elle n'existait pas déjà, je ne pourrais pas me diriger vers elle. Et même de jour en jour, je m'aperçois que demain existe déjà. Quand j'arriverai demain, ça sera aujourd'hui pour moi. Mais je me rappellerai d'hier, qui en fait pour moi était aujourd'hui. Donc chaque lendemain qui devient aujourd'hui me prouve que chaque aujourd'hui, le lendemain d'après existe. Je ne sais pas si je suis clair. Donc une personne qui dit puis-je évoluer, c'est une question bête. Dès l'instant où elle se propose d'évoluer, l'évolution a lieu. C'est un mouvement en avant perpétuel. Et on pourrait dire que s'il y a un mouvement, il y a une direction. Et s'il y a une direction, il y a un but. Et ce but, il existe. Et même on ira même plus loin. Non seulement il existe, mais il est déjà même passé. Il s'est produit. Voilà. Il existe dans le passé. Parce que il faut que ce magasin vers lequel je me dirige pour aller faire mes courses, il faut qu'il existe depuis un certain temps. Et dans un certain temps, on a bien compris que c'est le passé. Hein, voilà. Donc c'est vrai qu'une partie de nous est déjà évoluée. C'est celle vers laquelle nous évoluons. Et vous allez me dire, mais ceux qui n'évoluent pas, mais ça ne veut rien dire, tout le monde évolue. Par contre, vous voulez peut-être dire que certains évoluent consciemment, ou plus ou moins consciemment, ce qui serait plus juste, et d'autres évoluent, ben là-bas comme je te pousse. Autrement dit, s'ils pouvaient éviter de le faire, ils le feraient, d'éviter de le faire, hein, si je puis dire. Mais bon, mais comme ils ne savent même pas qu'ils évoluent, ils n'ont pas à l'empêcher. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne savent pas qu'ils évoluent, pour ne pas avoir à l'empêcher, n'est-ce pas? Voilà. Donc maintenant, quant à savoir si en potentiel on peut y accéder avant l'heure, ça ne veut rien dire. Et ça veut tout dire.
Puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour l'esprit et dans mon mental. Je peux vaincre ces trucs-là ou passer outre. Mais de mon point de vue, c'est vrai que si je crois que je mettrai 10 jours et demi pour atteindre une chose donnée, ben, je me mets des limites. Mais si je dis qu'il me faut 30 secondes, là, je me prends pour un con. Hein. J'idéalise un petit peu mes facultés et mes capacités. Donc le mieux, c'est de ne pas se poser de questions et de surtout pas sanctionner, enfin non, pas sanctionner, le mot exact, c'est surtout pas arrêter dans le temps, et donc dans l'espace-temps. Hein. Parce que si vous dites je me donne 20 ans pour, ben vous allez mettre 20 ans. Et c'est pas dit que vous y arriviez d'ailleurs. Hein. Pourquoi 20 ans? Et puis en cours de route, ces 20 ans vous paraîtront longs. Donc ils vont se réduire. Donc vous aviez eu tort dès le départ. Ça ne veut pas dire que tout est écrit d'avance. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous écrivons notre prochain rendez-vous. Mais ce n'est pas écrit 1000 ans avant, ou 1 milliard d'années avant, ou je ne sais pas quelle autre bêtise. Nous sommes des scribes permanents. À mesure qu'on avance, on écrit. Et on n'avance pas ce que nous écrivons. Le problème, c'est qu'il y en a qui écrivent inconsciemment, donc leur futur, c'est un peu du grand n'importe quoi, et après ils râlent. Et il y en a qui écrivent spontanément, ils savent que c'est à eux d'écrire, alors ils écrivent en toute conscience ce qu'ils veulent vivre. Alors ils le vivent, mais ils prennent le temps de le vivre. Parce qu'ils savent qu'ils sont sur Terre, et que même si dans l'absolu il n'y a pas de temps et d'espace, ils ne sont pas dans l'absolu, ils sont sur Terre. Encore une fois, c'est très compatible avec l'imagination, mais pas avec les partis pris, avec les idées préconçues. C'est vrai que certains savent tellement de choses qu'ils ne peuvent plus arriver à vivre leur vie de tous les jours. Et il y en a qui sont tellement dans la vie de tous les jours qu'ils ne peuvent plus dépasser cette vie de tous les jours. Alors ben, ils deviennent aveugles au lendemain. Il y en a qui prévoient des mois à l'avance. Ça sert à rien. Quand vous êtes confronté à un événement qui se produit, au moment où il se produit parce qu'il était prévu, non pas écrit, mais il existait déjà. Vous aviez une chance de le rencontrer. Donc quand l'événement est rencontré, ne vous inquiétez pas de l'événement. Souciez-vous plutôt, si je puis dire, de votre réaction à l'événement. Parce que vous n'allez pas mémoriser les événements, vous allez mémoriser les réactions à ces événements. Autrement dit, une chose vous a ému, ben vous allez la retenir. Parce que cette émotion va graver fidèlement, plus profondément encore, votre mémoire. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est pas ce qu'on vit, mais l'état d'être et l'état d'âme dans lequel on le vit. L'état d'esprit, ben, c'est l'esprit, l'état d'être ou l'état d'âme, ben, c'est les émotions. Hein, voilà. Donc si vous vivez un événement qui vous touche, ben déjà, vous le vivrez plus intimement, plus profondément, plus ésotériquement. Hein, ésotéricos dedans, à l'intérieur. Vous serez touché. Donc ça va être ésotérique ce que vous allez vivre. Tout le monde a une vie ésotérique au moment où il vit un événement qui le touche en profondeur. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait être touché en profondeur d'une manière positive. Bon, ben voilà, c'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que ce n'est pas toujours possible, je dis simplement, en pure constatation, que ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, pouvons-nous faire en sorte que ce soit toujours possible? Mais j'en doute. Toujours, ça me paraît un peu jamais. Hein, voilà. Mais on peut faire en sorte que sur 10 emmerdes qui nous arrivent par jour à un certain moment de notre vie, on peut faire en sorte qu'il nous arrive plus que 9 le lendemain, et le mois d'après plus que 5, et le mois d'après plus que... Et peut-être qu'on arrivera à 1 ou 2 merdes par an, ben, on pourra se satisfaire de ça et on pourra se réjouir de ça. Vous allez dire, mais pourquoi ne pas tout enlever? Oui, mais bien sûr, et pourquoi ne pas vivre dans l'absolu, dans le cosmos, en suspension dans l'air, quand il n'y a rien, hein, puisqu'il y en a qui disent rien n'existe. Ah ben elle est belle ça là, rien n'existe. Et là tu fais quoi? Je téléphone à ma mère. Pourquoi faire? Elle n'existe pas. Et c'est quoi ce truc qui n'existe pas quand tu as la main et dont tu te sers pour composer le numéro qui n'existe pas? Vous voyez, bon, à un moment donné, il faut rester les pieds sur terre. Beaucoup de gens pensent que les ésotéristes sont un petit peu perchés. Non, c'est les spiritualistes qui sont perchés, pas les ésotéristes. L'ésotériste n'est jamais perché. Ça, il y en a tellement peu, et à mesure, ben, il n'y a plus que des vieux ésotéristes, à mesure ils meurent. Hein, ben, que voulez-vous y faire? Donc du coup, comme il y a très peu d'ésotéristes purs et durs, c'est-à-dire hors tradition, parce que les traditionnels, il y en a plein, hein, bon, ils se mélangent pas trop, parce que bon, ils sont dans une tradition, donc ils ne sont frères qu'avec ceux qui pensent comme eux. Voilà, bon, c'est pas critiquable, c'est comme ça, voilà. Tandis que l'ésotériste pur et dur, c'est-à-dire celui qui connaît juste le fonctionnement de l'esprit, bah lui peut se mélanger avec n'importe qui, il n'y a pas de souci, du moment qu'on l'emmerde pas. Et si on l'emmerde, ben voilà, ben il réagit, il n'y a pas de souci. Hein, il réagit très humainement, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que nous sommes avant tout des humains, et nous devrions chaque matin nous regarder dans la glace, nous sourire et dire « Bienvenue chez les humains ».
Et comme ça, vous verriez que notre vie serait beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Nous serions beaucoup plus détendus. Il n'y a pas de défi à relever. Il faut arrêter là. On n'est pas en train de concourir pour la médaille d'or de quoi? La médaille d'or du plus gentil mari, de la plus belle femme, c'est des conneries tout ça. Quand vous verrez l'énergie dépensée pour le résultat obtenu, vous allez dire, oh mon Dieu. Et Dieu va dire, hey, je suis d'accord avec toi. Et lui, il dira, oh mon humain, comme tu t'emmerdes la vie. Voilà. Bon, moi, je vais m'arrêter là-dessus parce que, oh là là, il est tard, je vais me faire gronder. C'est pas vrai, hein, mais j'aime bien le dire parce que justement, c'est pas vrai. Ben voilà, j'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Il y aura le replay, je sais pas comment on dit, parce que c'est de l'anglais et que j'y connais rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne la prévois pas, hein, on la prévoira comme on peut. Et de toute façon, même si c'est pas grave s'il n'y en a que quelques-uns qui viennent, parce que malheureusement, c'est pas votre faute si je vous avertis au dernier moment, ben vous pourrez voir l'enregistrement. Hein, voilà. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et je vous dis ben, à la prochaine fois. À très bientôt. Ciao, ciao.